La France a été une terre de formation, d'exil ou de structuration politique pour certains des plus grands dictateurs du XXe siècle. Je ne parle pas de Top Gun Macron, mais bien de personnages très connus. Ce n'est pas une thèse, c'est un constat historique. Paris, la Sorbonne, les cercles militants, les lieux d'exil, des espaces associés à la liberté intellectuelle, mais aussi à l'apprentissage du pouvoir moderne. À ce moment-là, ces hommes ne sont pas encore des tyrans. Ils sont étudiants, militants, exilés. Ils observent, ils apprennent, ils structurent. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques-uns de ces noms. Pourquoi sont-ils venus en France? Ce qu'ils y ont appris? Quand ont-ils pris le pouvoir? Et ce qu'ils ont fait ensuite. J'imagine que vous aurez moult contre-exemples de figures politiques positives ayant étudié en France à me communiquer, auquel cas je vous invite d'ailleurs à les partager en commentaire. L'idée de cette vidéo, au-delà d'ironiser un peu les grands discours droits de l'homiste de la République française, c'est de se poser la question suivante. Que transmet réellement un pays quand il forme les élites du monde entier? Pour répondre à cette question, nous allons commencer par le cas le plus extrême. Pol Pot s'appelle encore Saloth Sar quand il arrive en France en 1949. Il vient du Cambodge, alors intégré à l'Indochine française. Il appartient à une petite élite capable d'étudier à l'étranger. Il s'inscrit à Paris dans une école de radioélectricité. Son parcours académique est médiocre. Échecs répétés, résultats moyens, aucune distinction particulière. Mais l'essentiel n'est pas là. Pendant environ 3 ans, jusqu'en 1953, il fréquente les cercles communistes parisiens. Il assiste à des réunions idéologiques, lit les textes fondateurs du marxisme, s'imprègne d'une vision radicale du monde. Ce qu'il retient est simple et dangereux. Une société peut être reconstruite intégralement, à condition d'accepter d'effacer l'ancienne. De retour au Cambodge, il s'enfonce dans la clandestinité communiste. La guerre civile, puis l'effondrement de l'État, lui ouvrent un espace. En avril 1975, Pol Pot prend le pouvoir. Ce qui suit est un génocide. Entre 1975 et 1979, environ 1,5 à 2 millions de personnes meurent. Exécutions de masse, famine organisée, travail forcé, élimination systématique des élites, des minorités et des opposants supposés. Près d'un quart de la population cambodgienne disparaît. Ce n'est ni un accident, ni une dérive. C'est l'application méthodique d'un projet idéologique mûri en France. Heureusement, son régime ne dure pas. En janvier 1979, l'armée vietnamienne envahit le Cambodge. Le régime des Khmers rouges s'effondre. Pol Pot fuit dans la jungle, à la frontière thaïlandaise. Il ne disparaît pas immédiatement. Pendant près de 20 ans, il reste une figure fantôme, protégé par des réseaux résiduels, vivant dans des zones isolées, loin des grandes villes qu'il a vidées. En 1997, il est finalement écarté par ses propres compagnons, après des purges internes et des luttes de pouvoir. Il meurt 1 an plus tard, officiellement d'une crise cardiaque. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais répondu de ses actes devant un tribunal. Son parcours se termine dans l'isolement, sans repentance, sans procès, sans conclusion judiciaire. Et c'est peut-être l'aspect le plus glaçant de son histoire. L'un des pires bilans humains du XXe siècle s'achève dans le silence, loin des salles d'audience. Ce cas extrême fixe une borne. Rassurons-nous, tous ceux qui sont passés par la France n'iront pas aussi loin. Mais tous montreront, à leur manière, ce que peut produire une idéologie bien apprise, une fois le pouvoir entre les mains. Ho Chi Minh arrive en France à la fin des années 1910. Il vit et milite à Paris entre 1919 et 1923 sous le nom d'Nguyen Ai Quoc. Il ne vient pas chercher un diplôme. Il vient comprendre comment fonctionne le pouvoir colonial depuis son centre. À Paris, il travaille, écrit, observe. Il fréquente les milieux socialistes, puis communistes. En 1920, il est présent au congrès de Tours, au moment où le socialisme français se scinde et où naît le Parti communiste français. Ce séjour lui apporte quelque chose de décisif, la maîtrise du langage politique occidental. Les principes républicains, le droit des peuples, l'universalité proclamée et sa contradiction avec la réalité coloniale.
Ho Chi Minh comprend très tôt que l'Empire peut être combattu avec ses propres mots. Il écrit en français, interpelle l'opinion, s'adresse aux partis et aux intellectuels. Il argumente intelligemment. En 1923, il quitte la France pour Moscou, puis l'Asie. Il devient progressivement le point de convergence du mouvement indépendantiste vietnamien. Après 1945, devenu président, il incarne la République démocratique du Vietnam. Il impose sa ligne, patience, endurance, légitimité historique. Son génie politique tient à plusieurs éléments précis. Une capacité rare à adapter son discours selon l'interlocuteur, un sens aigu du temps long et une compréhension fine du rapport de force international. Il sait quand négocier, quand reculer, quand frapper. Il accepte des pertes immenses sans perdre le cap stratégique. L'autodétermination du peuple vietnamien avant toute chose. Il ne développe pas un projet d'anéantissement social total comparable au Khmer Rouge. Certes, la guerre du Vietnam est un conflit massif et meurtrier, mais elle est d'abord une guerre de souveraineté. Ho Chi Minh meurt le 2 septembre 1969 à 79 ans. Il ne verra pas la victoire finale de son camp. 6 ans plus tard, en 1975, Saigon tombe. Le Vietnam est réunifié sous le régime qu'il a contribué à bâtir. L'ancienne Saigon porte aujourd'hui son nom. Contrairement à d'autres dirigeants autoritaires, Ho Chi Minh laisse l'image d'un homme austère, sans culte personnel excessif, concentré sur un objectif unique, l'indépendance nationale. Ce n'est pas un bilan doux, mais c'est un bilan politiquement cohérent et surtout très différent des trajectoires de destruction totale vues ailleurs. Et c'est précisément cette différence qui rappelle que la France n'a pas produit un seul type de dirigeant, mais un éventail de stratèges dont certains savaient exactement jusqu'où aller et quand s'arrêter. Enver Hoxha arrive en France dans les années 1930. Il est albanais, issu d'un milieu relativement instruit. Il passe par Paris, fréquente le monde universitaire et les milieux communistes. Il ne laisse pas une trace intellectuelle majeure, mais il absorbe une logique. L'idéologie ne se discute pas, elle s'impose. Après la Seconde Guerre mondiale, Hoxha prend le pouvoir en Albanie. Il dirige le pays de 1944 à 1985. Pour faire simple, son régime est le plus fermé d'Europe. Parti unique, police politique, persécution religieuse totale. Coupure progressive avec l'extérieur, y compris avec l'Union soviétique et la Chine. Le bilan humain est moins spectaculaire que celui de Pol Pot, mais il est constant et durable. Exécution politique, internement, camp de travail, surveillance généralisée. Des milliers de personnes sont exécutées ou meurent en détention. Des dizaines de milliers passent par les prisons et camps. Hoxha transforme l'Albanie en bunker idéologique. Et ce modèle n'est pas improvisé, il est pensé, structuré, administré. Ce qu'il a appris en France n'est pas la liberté, c'est la mécanique de l'État moderne mise au service d'une certitude absolue. Avant de passer au personnage suivant, je vous invite à laisser un j'aime à la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'apprécie énormément votre soutien. Zhou Enlai arrive en France au début des années 1920 dans le cadre du mouvement Travail-Études. Il fait partie de ces jeunes Chinois envoyés en Europe pour travailler en usine tout en s'imprégnant des sociétés occidentales. Il séjourne en France entre 1920 et 1924. Il travaille, vit modestement, observe le monde ouvrier. Il fréquente les cercles politiques chinois en exil et se forme à une discipline militante rigoureuse. Ce passage en France ne produit pas un idéologue flamboyant. Il produit un cadre politique dont il retient une chose, le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force, mais sur la capacité à durer dans les structures. Lorsqu'il revient en Chine, il s'insère dans le Parti communiste chinois. Après la victoire de 1949, il devient Premier ministre, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1979. Il traverse les périodes les plus violentes du régime. Campagne politique, purge, famine, chaos administratif. Le bilan humain global du régime communiste chinois sur cette période est immense. Des dizaines de millions de morts, principalement liés aux politiques imposées par le sommet du parti. Zhou Enlai n'est peut-être pas l'architecte principal de ces catastrophes, mais il est au cœur du système qui les rend possibles,
Pendant la révolution culturelle, alors que l'appareil d'État est en grande partie désorganisé, Zhou Enlai reste en poste. Il maintient le fonctionnement minimal de l'administration, de la diplomatie, des relations internationales. Il joue un rôle clé dans la réouverture diplomatique de la Chine au début des années 1970. Sans lui, la Chine ne revient pas aussi vite sur la scène internationale. Mais ce rôle a un prix moral clair. Rester en place, c'est aussi ne jamais rompre, ne jamais dénoncer frontalement, ne jamais sortir du cadre. En somme, en faire partie. Il est l'homme sans lequel le système ne tient pas. Et c'est précisément là que son passage en France prend tout son sens. La France lui a appris la modernité politique, les rouages, la façade, la diplomatie, la continuité de l'État. Zhou Enlai n'est pas le visage du régime, il en est l'ossature. Et cette ossature, une fois mise en place, peut soutenir n'importe quelle politique, y compris les plus destructrices. Des années avant Trotsky, la France était déjà la terre d'asile de certains gros noms de l'histoire, séjour durant lequel ils ont pu fourbir leurs armes. Vladimir Lénine séjourne à Paris entre 1908 et 1912. Il n'y étudie pas, il vit simplement en exil. Mais ce séjour est crucial. À Paris, il écrit, organise, rencontre d'autres révolutionnaires. Il affine la structure du mouvement bolchevique. Il réfléchit à sa future prise de pouvoir. Contrairement aux hommes précédents dont Lénine fut une inspiration, la France n'est pas le lieu de sa formation intellectuelle initiale, mais elle est un laboratoire politique. Quelques années plus tard, en 1917, il prend le pouvoir en Russie. Le régime qui en découle posera les bases d'un système répressif massif que Staline va industrialiser. Police politique, camps, famine, purges, des millions de morts sur plusieurs décennies. La parenthèse française ne crée pas Lénine, mais elle lui offre un espace de structuration. Et c'est précisément ce rôle de zone neutre intellectuelle qui interroge. Khomeini arrive en France le 6 octobre 1978. Il s'installe à Neauphle-le-Château. Il n'est pas étudiant, encore moins un militant débutant. Il est déjà le symbole d'une opposition religieuse radicale au régime iranien. La France lui offre par son séjour acquis par un visa touriste 3 choses décisives. La sécurité, la liberté de parole, l'accès aux médias internationaux. Ses discours sont enregistrés, diffusés, relayés. La révolution iranienne s'organise à distance. Le 1er février 1979, il retourne en Iran. Le régime tombe, Khomeini devient guide suprême. Le bilan humain du régime islamique est lourd. Exécutions politiques, répression massive, police morale, élimination des opposants. Bref, vous commencez à connaître la chanson. Des milliers de morts, des décennies de contrôle autoritaire. La France n'a pas fabriqué ce régime, mais elle a servi de caisse de résonance décisive. Pour conclure, ce récit n'est pas une accusation morale, c'est juste un constat historique. La France n'a pas créé ses dirigeants, entendons-nous, mais elle leur a transmis des outils. Certains ont utilisé ces outils pour l'indépendance, d'autres pour le contrôle, d'autres pour le massacre. Former, accueillir, laisser s'organiser n'est jamais neutre, parce que les méthodes, elles, survivent aux valeurs. L'histoire montre que ces méthodes peuvent servir à libérer un peuple ou à en faire disparaître une partie. Après, peut-être ces hommes sont-ils bons et bien intentionnés. Beaucoup de commentaires sur ma vidéo concernant la sœur de Kim Jong-un affirment que la Corée du Nord est un paradis. Peut-être que l'Albanie sous Hoxha l'était aussi, ou le Cambodge sous Pol Pot. Soyons sérieux quelques instants. Les mêmes amphithéâtres ont vu passer des bâtisseurs et des destructeurs. Ce n'est pas le lieu qui décide, c'est ce que chacun choisit d'en faire une fois le pouvoir entre ses mains.